Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 01 TV et vous faites bien, merci d'être là. Comme chaque jeudi soir, place à 01 Hebdo, votre débrief hebdomadaire de l'actu tech. Et que serait 01 Hebdo sans mon compère Jérôme Colombin? Pas grand-chose. Ah, c'est beau, c'est émouvant. Salut Jérôme. Merci François. Bonjour à tous. Voici le sommaire de 01 Hebdo. Sans bafouiller, on va essayer. California Streaming, ce n'est pas le titre du dernier tube de Tim Cook, non, c'était le nom du keynote d'Apple. On débriefe ça avec Pierre Fontaine dans un instant. Et puis, Jérôme, attention aux arnaques en ligne. Ce sera notre rendez-vous cybersécurité avec Benoît Grunenwald-Dizet qui viendra nous faire un listing des principales arnaques du moment. Un web plus accessible aux personnes en situation de handicap. François, c'est possible grâce à une innovation d'une start-up française. C'est notre invité TechCare de la semaine. Et ce sera dans quelques instants. Et puis, Adrien Branco, notre expert photo, sera là. On découvrira avec lui la nouvelle GoPro et puis aussi un nouveau Canon hybride, le R3. Nous retrouverons évidemment notre ami Jordan pour sa story hebdomadaire. Regardez, je ne sais pas ce qu'il nous a préparé cette semaine. Une histoire de lunettes et de doudou peut-être. Oui, un doudou électronique. Ça, franchement, j'en ai toujours rêvé. C'est la surprise pour nous aussi. Ça a l'air pas mal. Voilà, vous savez tout. Bienvenue dans 01 Hebdo. C'est parti. Zéro Hebdo, vous le savez, on est là chaque semaine, toute l'actualité high-tech, 52 minutes pour débriefer en fait ce qui s'est passé ces derniers jours. On va revenir évidemment sur la keynote Apple. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne 01 TV, sur YouTube 01 TV, bien sûr, sur zeronet.com et sur la plateforme RMC BFM Play. Vous le savez, qui a été lancée il y a quelques semaines de cela, qui regroupe tous les contenus d'Altis Media et notamment 01 TV. Vous pouvez regarder la chaîne en direct, retrouver les replays. Tout ça est gratuit, il suffit de s'inscrire. Donc profitez-en, tentez, c'est sur iPhone et sur Android. Franchement, pour ne pas nous trouver, il faut le faire exprès. C'est vrai, hein? Il faut vraiment le vouloir. Parlez-en à vos amis. Je suis crédible penché comme ça avec les... C'est incroyable. Il faut vraiment le vouloir. Quel acteur formidable. C'est sûr. Tout de suite avec, avec notre ami de la MGM, l'actu de la semaine. Allez, c'est parti. MGM, c'est sympa. Hein, ouais, j'ai cherché un nom d'acteur, je n'ai pas trouvé. Ouais, Brad Pitt, si tu veux. Brad Pitt, par exemple. Il y a quelques ressemblances. C'est vrai que tu lui ressembles. Merci beaucoup. Jérôme, l'actu principale de cette semaine, c'est forcément la keynote Apple qui s'est déroulée mardi dernier. Bien sûr, c'était ici. Enfin, nous étions là pour vous la faire vivre et pour la partager avec vous. Eh bien, nous allons maintenant débriefer tout ça dans le détail avec notre spécialiste Pierre Fontaine. Salut Pierre. Salut. Salut Pierre. Et oui, Pierre était devant son écran, tout comme nous. Alors, on n'avait pas les mêmes écrans, parce que nous, on était sur 01 TV en direct pour vous faire vivre cette keynote avec Gonzague d'Ambricourt. Et Pierre, lui, était en train de retranscrire tout ça pour 01net.com. Exactement. Soirée toujours chargée, passionnante, bien sûr, parce que les infos tombent, on ne les connaît pas à l'avance. Donc, bien sûr, il faut les commenter, les analyser. Et parfois, on croit les connaître, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Surprise. Est-ce qu'il y a eu une surprise, tiens, concernant cette keynote? Oui, enfin, il y a eu une surprise. On n'attendait pas ce qu'ils attaquent avec les iPads. Ça, c'était quand même la première surprise. On a même eu un petit peu peur. On s'est dit, oh non, ils ne vont pas faire ça, ils ne vont pas parler d'iPhone. Non, évidemment qu'ils allaient en parler. Mais on a eu un petit pincement au cœur. Mais voilà, ça, c'est notre rang. Il n'y a pas eu de grosses surprises, à part effectivement des choses qu'on attendait et qu'on n'a pas eu. Mais on va en parler. Cela dit, cet iPad mini, c'était pas persuadé, c'était pas sûr qu'il soit annoncé là, non? Non, justement, en fait, on pensait que l'événement iPad aurait lieu un petit peu plus tard, en octobre, comme c'est... Bon, ça arrive. Alors c'est vrai que l'année dernière, ils ont tiré les iPads en premier. C'est déjà l'année dernière, on avait eu droit à la 14 en primeur sur les iPads. Donc, bon, c'est pas une surprise à tomber de son siège, mais c'était une petite surprise. Donc, un iPad standard, on va dire. Oui, la 9e génération de l'iPad classique avec la grosse bordure, le bouton Touch ID en bas, et une nouvelle itération, 6e génération, des iPad mini, avec un écran... Alors, j'allais dire bord à bord, non, parce qu'il y a quand même des grosses bordures noires, mais un écran un petit peu plus important, et effectivement le bouton Touch ID qui disparaît, qui se retrouve sur le bouton marche arrêt en haut, et un écran donc, qui fait 8,3 pouces contre 7,9 avant, qui était la taille historique des écrans d'iPad mini depuis la plus haute antiquité. Donc. Ouais. C'est encore une tablette ou c'est presque un smartphone?
Ça reste une tablette, c'est toujours pas pliant non plus, voilà, mais effectivement c'est une tablette, même si maintenant elle est compatible 5G, mais bon, le Wi-Fi et la 3, 4G dans les iPads, c'est quand même une vieille histoire. Donc là, c'est une tablette qui passe à la 5G, c'est la première après les iPad Pro, et ce qui d'ailleurs montre de manière assez intéressante son positionnement un petit peu hors norme. Et d'ailleurs, on voit bien quand Apple en parle, c'est à la fois pour le grand public, mais ça a des applications professionnelles. Bref, on a un format petit, c'est compatible, c'est l'expérience iPad la plus compacte. Faites-en ce que vous voulez. C'est un petit peu, si vous voulez synthétiser, c'est un petit peu ça l'impression. Oui, voilà, c'est quasi un iPad Pro en plus, en termes de spécifications techniques. La puce, donc la puce A15, effectivement, est puissante, a un réseau neuronal donc, qui gère tout ce qui est AI, calcul, etc., qui a été revu de fond en comble. Le socle principal, effectivement, devrait déborder de puissance. On l'a pas encore testé, mais a priori, sur le papier, vu ce que donnait déjà la 14, on peut se dire qu'il y a de belles promesses tenues. Il y a le support du stylet de l'Apple Pencil de 2e génération pour prendre des notes. Donc ça aussi, voilà, ça peut être très professionnel. Il y a une mise en avant aussi de certains usages professionnels dans des conditions particulières, comme les pilotes qui ont toujours besoin de leur livret de vol, plutôt que d'emmener une valise avec 4500 pages, ils ont leur iPad, etc. Jérôme, toi qui voles très régulièrement, je viens de m'acheter un hélicoptère de combat en plus. Voilà, c'est parfait, nickel. Pour envoyer les missiles depuis l'iPad mini, c'est parfait. Voilà. C'est bien, comme ça tu fais un peu travailler Naval Group qui vient de perdre son contrat avec l'Australie. Donc c'est bien. J'aime bien qu'on se fait donc pilote. On fait toute l'actu, c'est vraiment toute l'actu de la semaine. C'est pas que la tech, c'est aussi les sous-marins. Nous, on ratisse très large. L'actualité des sous-marins, c'est aussi sur 01 Hebdo. Exactement. Hebdo avec apostrophe EAU, forcément, pour les sous-marins. Elle est belle, elle est bien. Bon, voilà, écoutez, ça c'est les iPads, c'est pas non plus. Oui, juste pour dire, la fonction Sensor Stage qui avait été introduite avec les iPad Pro, qui permet, en fait, il y a une nouvelle caméra de grand angle en façade, sur la façade avant, et qui permet de se lever, de marcher, de rester dans le cadre ou d'endiner un peu sur sa chaise et la caméra suit. Voilà. Donc c'est quelques-unes des fonctionnalités. L'iPad reste toujours à 389 € le 10,2 pouces. Ouais. Alors, en revanche, le mini grimpe un petit peu en prix. Maintenant, il est à 559 pour le modèle de base. Voilà, il gagne un petit peu. Il gagne en attractivité par son design et il gagne en prix aussi. Donc voilà. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les iPhones ou l'Apple Watch ? Les iPhones ou la Watch ? On passe aux iPhones. On fait crescendo ? Bon, allez, pile ou face. L'iPhone 13. Allez, c'est parti. On va partir à l'iPhone 13. Donc iPhone 13, comme l'année dernière, 4 modèles. Mini, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Même taille d'écran, 5.4, 6.1, 6.1, 6.7. Ça fait un peu match de tennis, je trouve. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Un match serré quand même. Match assez serré. Surtout donc, dans le dernier set. Voilà. Enfin, c'est pas possible. S'il y a 4-7 et à 6 et. Oui, alors là, si on commence à rentrer. Là, on va pas s'en sortir. Voilà, les sous-marins, je veux bien. Mais si on parle de tennis, là, ça va se compliquer quand même. Ça va devenir vraiment très. Ouais. Donc, même taille d'écran, avec des dalles qui sont plus lumineuses, données pour être plus lumineuses en affichage normal, c'est-à-dire un affichage non HDR. Donc plus agréable, donc a priori. Et puis aussi une encoche, la fameuse encoche que plein de gens détestent. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de vraiment l'aimer, mais bon, voilà, elle est là en tout cas. Juste qui est réduit, 20% plus petite, donc un peu plus d'écran pour en profiter. Voilà. Ouais. Peut-être que l'année prochaine, elle disparaîtra complètement, mais pour l'instant, elle réduit en taille. Oui, elle a disparu chez d'autres constructeurs, mais chez Apple, non. Non. Mais alors, est-ce que c'est des contraintes liées à la techno de la caméra Face ID, TrueDepth, qui a besoin de certains, qui ne peut pas se permettre de passer derrière une dalle, peut-être. Est-ce que c'est des choix technologiques autres ? Est-ce qu'il y a un retour à venir du Touch ID sous l'écran, comme le disent certaines rumeurs ? On ne sait pas. En tout cas, l'encoche réduit de 20%. C'est toujours ça le prix, on va dire. Voilà. Très bien. Bon, 5 couleurs. Oui, alors ma couleur préférée, c'est comment c'est ah mince, c'est lumière stellaire, je crois. Ouais, ça fait penser un peu au noir sidéral. C'est un petit peu l'autre côté de la force. Je trouve qu'ils sont bien amusés sur les noms. Et donc lumière stellaire, c'est quoi ? C'est blanc, c'est ça ? Oui, c'est blanc. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais stellaire. Un blanc stellaire. C'est un blanc stellaire. C'est pas le blanc, j'ai nettoyé ma chemise, elle est blanche. C'est stellaire. Bien sûr. C'est le blanc de Coluche, tu sais. Blanc que blanc. Avec les plus blanc que blanc, voilà, c'est ça. Donc ça, voilà. c'est les plus vieux d'entre nous qui comprendront la blague, bien sûr. Il y en a qui ne savent pas qui c'est.
Ici quand même, je déroule. On a sur le mini et le 13 un doublement du stockage par défaut. Ça, on commence à 128. 256, 512. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour les réfractaires à iCloud. C'est une très bonne nouvelle pour les gens qui stockent pas mal de choses. Les réfractaires à iCloud. Enfin bon. Il peut y en avoir, j'en connais. Il peut avoir. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Si on fait les sous-marins anti-vax, c'est compliqué. Donc voilà. Donc ce doublement de la capacité de stockage est plutôt intéressant, surtout que sur le premier modèle, le prix reste identique. On commence à 809 et à 909 pour j'allais dire le 12, non, pour le 13 mini, pardon, et le 13 tout court. Et puis évidemment, à l'intérieur, on trouve la puce A15. Alors, la nouvelle génération de puce, faite par Apple. Et là, cette année, il y a une petite distinction. Habituellement, Apple jouait sur la quantité de mémoire qui glissait dans ses terminaux. Là, on a un cœur graphique en moins sur le 13 et le 13 mini. Alors, le cœur graphique, c'est la puce graphique. C'est ce qui permet à la fois d'afficher des jeux, des petits rendus 3D, de travailler sur certaines fonctions de calcul. La fluidité aussi ou non, ça joue pas. Ouais, alors il faut sur la fluidité, mais sur des calculs exigeants, parce que la fluidité d'interface, c'est quand même, on n'en est plus là, quoi. Normalement, on a suffisamment de puissance pour ça depuis assez longtemps. Donc il y a effectivement des gains de perf qui oscillent entre 20 et 50%, sachant qu'Apple a donné des chiffres un peu comme souvent Apple en donnant des références plus puissants que certaines puces sous Android de la concurrence. Lesquelles, on ne sait pas. Donc on fera nos tests, on vous dira tout ça plus tard. Mais effectivement, on a donc 6 cœurs pour la partie CPU, 2 hautes performances, 4 basse consommation. Et puis pour la partie GPU, on a soit 4, soit 5 cœurs. 5 cœurs, c'est sur les pros et 4 cœurs, c'est sur le mini et le 12. Voilà. Et puis on a aussi, après, si on retourne le téléphone, on a des améliorations à l'arrière, côté photo. Le grand angle gagne. Alors, gagne en fait, ils ont pris le grand angle. Donc l'iPhone 13 a toujours 2 capteurs photo. Oui, toujours 2 capteurs photo. Toujours un grand angle et un ultra grand angle. Okay. Sachant que le grand angle, en fait, est celui qui était intégré et réservé au 12 Pro Max l'année dernière, c'est-à-dire avec le système de stabilisation par mouvement du capteur. Et qui descend en gamme, qui est accessible dès le 13. Qui est accessible partout en fait, sur tous les modèles. C'est bien ça. Ça, c'est très bien. Voilà, c'est comme les voitures, voilà, on commence par le très haut de gamme et puis voilà. On peu à peu, on démocratise la technologie. C'est d'ailleurs la technique d'Apple, toujours. Oui, toujours. En fait, il y a un ruissellement, ils appellent ça le ruissellement technologique. Ils développent ça pour généralement des produits très chers, même si tous sont un peu chers, mais les produits très haut de gamme, et puis peu à peu, on le descend en gamme. Les plus riches payent pour la démocratisation des technos pour tout le monde. C'est ça, oui, on peut voir ça comme ça, ou on peut se dire Apple crée de manière artificielle une gamme. On peut l'interpréter comme on veut, je laisse l'interprétation libre. D'accord. Donc, en tout cas, voilà, il y a des avantages et des évolutions en photo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de la puce qui monte en puissance et qui a un nouveau réseau neuronal, comme on en a parlé pour l'iPad. Et ça va permettre des nouveaux usages, aussi bien en photo qu'en vidéo. En photo... Donc réseau neuronal, rappelons que ça ne rend pas l'utilisateur plus intelligent. On ne se le greffe pas sur le cerveau, c'est dommage. C'est bien dommage. Mais moi, je m'en servirais volontiers, mais au moins. Ouais. Non, en fait, c'est des unités physiques de calcul qui vont... effectuer tous les calculs qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est des algorithmes, en fait, par exemple, pour détection de visage, de calcul de profondeur de champ, d'application de filtres, etc., etc. Et donc, en fait, il y a des unités de calcul dédiées. Il y a 16 cœurs qui sont dédiés à ce genre de calcul, sachant que le GPU, le processeur graphique, peut être aussi sollicité quand il y a besoin de beaucoup de puissance. Et donc, ce gain en puissance et ces améliorations en photo qu'on a rapidement évoquées sur le 13 et 13 mini permettent... Arrêtez de jouer avec votre fauteuil, monsieur. Oui, non, mais j'ai encore cassé ma chaise. J'ai l'impression d'être à la petite école. Exactement. Élève Jérôme. Mais j'essaie de trouver une position confortable, pardon. Donc il y a ce qu'Apple appelle les styles photographiques. En fait, c'est 4 pré-réglages qui vont renforcer le contraste, travailler sur la couleur, etc., qui sont prédéfinis et qu'on peut personnaliser en fonction de ses goûts pour l'appliquer ensuite à ses clichés plus tard. Donc ça, c'est évidemment de l'intelligence artificielle, du traitement numérique de la photographie. Il y a un mode cinématique. Alors ça, c'est impressionnant.
Alors oui, personne ne va s'en servir. Peut-être Sauf au début. 3 professionnels. Oui, mais effectivement. c'est magique. Effectivement, est-ce que tout le monde va s'en servir ou est-ce que certains vont juste s'amuser? Peut-être que ça créera des vocations. Oui, mais en tout cas, effectivement, c'est assez impressionnant. Ça va être un outil créatif, en tout cas. Ça, en fait, c'est la possibilité, soit quand on filme, soit a posteriori, de définir sur quoi on fait la mise au point. Ouais. Par exemple, si Jérôme est à 1 mètre de moi c'est ce qu'on voit, là, et François un peu plus loin, je peux dire de passer de l'un à l'autre, sachant que ça peut s'appliquer sur un humain, sur un animal ou sur un objet. Donc on peut choisir. C'est un mode portrait, mais en vidéo en quelque sorte. On va pouvoir flouter, sauf que ça va plus loin, c'est qu'on peut déflouter quelque chose qui est flouté. Et a posteriori, c'est ça qui est intéressant. C'est soit en temps réel, soit a posteriori. On filme. Voilà. Et après, on peut retraiter l'image. Et ça implique en fait beaucoup de puissance de calcul parce que ça implique d'enregistrer toutes les informations de mise au point de tous les plans en fait. Et oui. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il est capable aussi de détecter quand une personne rentre dans le champ. Et il y a aussi effectivement la détection. S'il y a une seule personne dans le champ, c'est elle qui sera au point automatiquement. Voilà. Si une personne rentre dans le champ, la mise au point se fera automatiquement sur cette personne-là. Il y a aussi des petites astuces liées à la reconnaissance d'images de l'intelligence artificielle. Si une personne tourne la tête vers un objet ou une autre personne, la mise au point va passer de cette personne. Et ça, c'est des transitions automatiques qu'on peut, on peut dire non, je vais le faire à la main, mais qui seront faits automatiquement. Effectivement, il y a un petit effet bluffant. Est-ce que tout le monde va s'en servir pour filmer ses repas de famille ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant et effectivement, c'est nouveau ça dans le monde du smartphone. Oui, en tout cas, c'est une première à mon sens. Voilà. Après, c'est vrai que on l'a remarqué, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette nouvelle génération d'iPhone. Dans l'iPhone, dans le 13. C'est l'itération et puis effectivement, même sur les modèles Pro, l'arrivée d'un écran avec une variation de la fréquence. C'est la techno ProMotion chez Apple qui oscille entre 10 Hz et 120 Hz. Donc 10 images par seconde et 120 images par seconde, grosso modo, en fonction de ce qu'on affiche. On affiche un mail sans scroller, c'est à 10 Hz, donc on économise la batterie. Et on a une vidéo où on fait défiler un long menu. Dans ce cas-là, on monte en fréquence et on l'adapte à la vitesse du pouce, etc. Donc il y a quelques progrès, mais effectivement, ça existe chez les autres depuis plutôt longtemps. Voilà. Très bien. Un petit mot de la Watch, vite fait. Ouais. Bon, là aussi, pas de révolution. On s'attendait peut-être à une nouvelle Watch de nouvelle génération. Tout à fait. D'autant plus, il y a eu des fuites de sources plutôt fiables habituellement qui parlaient d'un nouveau design très inspiré des iPads, etc. Et là, en l'occurrence, on garde un design quasi similaire. Alors, un petit peu plus d'écran, visiblement. Oui, les boîtiers sont a priori un peu plus grands, genre 41-45 mm contre 40-44 avant. On gagne un petit peu en surface d'écran avec, je crois que c'est 20% d'écran en plus. On a des bordures plus petites. Non, il n'y a pas de nouveau capteur. Alors en même temps, c'est vrai que l'oxymètre l'année dernière, on s'en sert. Moi, à titre personnel, je m'en sers un peu de temps en temps, mais c'est plus un gadget qu'autre chose. Je pense que quand on n'est pas dans une situation médicale particulière, ça n'a pas un grand intérêt. En revanche, il y a une fonction qui est intéressante, c'est la possibilité de recharger plus rapidement. Ils ont annoncé qu'en 45 minutes, on passait de 0 à 80 minutes et qu'en 8 minutes de charge, on pouvait tenir une nuit. Donc si on veut suivre son sommeil avec sa Watch, c'est possible. Très bien, c'est possible. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre Fontaine. Il y avait beaucoup d'infos, mais évidemment, ce n'est qu'un petit apéritif. Si vous voulez en savoir plus, zeronet.com avec tous les articles et les tests de tous ces produits qui vont arriver très vite. Dans l'actu aussi... C'est fou tout ce qu'on arrive à dire sur un produit où il n'y a pas grand-chose de neuf. Oui, alors malgré tout, il y a quelques trucs. Quelque chose de neuf quand même. Dans l'actu aussi, c'est Sonos qui a annoncé une nouvelle barre de son. C'est la nouvelle génération de la BIM qui était sortie en 2018 et qui, pour l'avoir testée, est une excellente barre de son qui procure un son vraiment très ample avec quand même malgré tout on va dire une place assez restreinte. C'est pas une grosse barre de son, donc on l'oublie assez vite. Dolby Atmos. Et la nouveauté, c'est ça. Et la nouveauté par rapport à la BIM qui était sortie en 2018, celle-ci, c'est qu'elle est Dolby Atmos. Elle pourra même lire les fichiers haute définition d'Apple et d'Amazon dans les semaines ou les mois qui viennent via une mise à jour et même les contenus Dolby Audio, vous savez, avec ce son 3D. Donc c'est assez intéressant. Elle coûte un petit peu plus cher que la précédente, il y a 50 € de plus. Mais malgré tout, il nous tarde de la tester parce que c'est une barre de son qui
pour la première génération était très intéressante. Donc celle-ci, avec le Dolby Atmos, etc., et toutes ces nouvelles fonctionnalités, pourrait être encore plus intéressante. C'est la petite, on va dire, c'est la Sonos Beam. La petite Sonos, sachant qu'elle a une autre plus grosse. Oui, la Arc. La Arc, voilà. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Bien pris. On enchaîne avec les dernières news en termes de cybersécurité, Jérôme. Oui, on va retrouver comme chaque mois, en fait, notre expert et notre partenaire. C'est Benoît Grunemwald tout de suite pour faire le tour des arnaques en ligne. Benoît, bonjour. Bonjour. Toujours un Benoît. plaisir d'accueillir Benoît Grunemwald, qui, vous le savez, travaille dans la société EZ, spécialiste de la cybersécurité, Benoît. Et tous les mois, on est très heureux de te retrouver pour justement évoquer toute l'actualité de la cybersécurité. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment un rendez-vous à part entière. On aurait pu presque faire une émission spéciale parce que chaque jour, il y a une nouvelle affaire. Bien sûr. Mais on va parler aujourd'hui, Benoît, de ce qui peut vraiment nous arriver à nous, grand public, au quotidien. Un véritable florilège, une collection d'arnaques bêtes et méchantes dans lesquelles on peut tomber. Oui, principalement sur les réseaux sociaux, que l'on soit adolescent ou que l'on soit adulte, jeune adulte ou senior. Les cybercriminels nous concoctent des appâts vraiment adaptés à chacun de nos profils. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux en fait, qu'on peut capter l'intérêt, l'attention des gens et puis surtout essayer de les arnaquer. On se rend compte que les emails, les ordinateurs sont quand même beaucoup moins utilisés. On l'a vu avec le confinement. Les adolescents en particulier sont beaucoup plus sur leur smartphone et ont une vie sociale en plus de la vie réelle sur les réseaux sociaux. C'est l'objectif. Et on sait que les cybercriminels utilisent ces moyens pour aller capter l'attention et lancer leurs appâts sur toutes les cibles qui s'y trouvent. Alors c'est quoi le pire qui puisse nous arriver via un réseau social ? Alors, le pire, c'est toujours quel est l'objectif du cybercriminel. Donc, on sait qu'on a des auto-entrepreneurs qui vont essayer de récupérer nos données personnelles, qui vont essayer de récupérer nos coordonnées bancaires. Et puis ensuite, on a les vrais professionnels qui, eux, sont beaucoup plus organisés et vont récupérer nos coordonnées, nos données bancaires et les utiliser ensuite pour nous ponctionner de l'argent. Concrètement, c'est quoi un exemple de scénario ? Alors le scénario est assez classique. Vous allez, si vous êtes adolescent par exemple, être attiré par une super promo sur des objets de luxe. Vous allez avoir des influenceurs qui vont vous offrir des cadeaux grâce à un jeu concours. Si vous êtes un peu plus senior, vous allez avoir des faux supports techniques. Alors généralement, ça passe par des pop-up qui vont être divers et variés. Ça peut être visiter les plus beaux villages de France ou regarder ce que fait cette personne. Visiter les plus beaux villages de France. Oui, c'est le truc qui peut... T'es tellement attiré, t'as tellement envie de cliquer que... C'est vraiment du vécu quand on est un senior et qu'on est sur son ordinateur. C'est une expérience personnelle en plus, on ne va pas raconter ta vie privée. Exactement. Mais c'est arrivé de quelqu'un de très proche qui a vécu cette histoire-là en fait. Et donc en fait, dans Windows, le pop-up s'affiche. Alors on a des informations qui sont tout à fait classiques et légitimes. Et à un moment, c'est visiter les plus beaux villages de France. Donc on promet des images. Et là, la personne clique et elle va sur un site malveillant. Et ce site malveillant déclenche des pop-up à n'en plus finir. Waouh. Avec des numéros de téléphone, alors parfois il y a du son, là il n'y en avait pas, mais parfois il y a du son. Et donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on essaye de les fermer, ça ne fonctionne pas, et là... Et on se dit, mon ordinateur est bloqué, je panique, j'ai fait une bêtise, j'appelle, et là, le piège se referme. Et le piège se referme, et ce qui est vraiment très bien fait, c'est qu'on a vraiment des pop-up qui sont aux couleurs des grandes marques de solutions de sécurité. Ça, c'est pas nouveau. C'est un truc, ça date depuis les années 90. Les faux pop-up Windows, etc. Mais tu veux dire par là qu'il y a vraiment, aujourd'hui, tous ces pirates font attention à ce que les visuels ressemblent à ce qu'on pourrait avoir vraiment si c'était une alerte d'un antivirus connu ou d'une suite de logiciels de sécurité. Ou du système d'exploitation qui vous dit cliquez ici pour installer des mises à jour. C'est vraiment très bien fait. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on parle souvent d'intelligence artificielle côté grand public ou côté défendeur, mais l'intelligence artificielle est aussi utilisée par les attaquants, notamment grâce à des techniques de traduction. On a d'excellents traducteurs qui arrivent à faire de moins en moins de fautes. Avant, on les repérait, les hameçonnages un peu grossiers avec des fautes. Aujourd'hui,
aujourd'hui, grâce aux outils de traduction. Ouais. Mais je reviens juste sur les villages. Ce que je voulais dire, c'était pas pour me moquer, c'est que justement, c'est une tendance, c'est pas un truc putaclic. Non. C'est pas le truc, c'est pas des séduisant, images de sexe, etc. Et puis ça intéresse. C'est anodin. Et puis ça intéresse une frange de la population. C'est vrai qu'un ado, les plus beaux villages de France, c'est pas forcément... Avec les personnes les plus âgées, quoi. Ouais, les plus âgées ou les plus sédentaires, qui ont envie un petit peu de visiter la France, etc. Donc c'est vrai que c'est là où c'est beaucoup plus malin. C'est malin. Oui. Et on a vu également une orientation vers des appels téléphoniques. Vous avez peut-être vu cet Américain qui s'est fait passer pour le support d'Apple et qui a réussi à débloquer quasiment 300 comptes et il a récupéré 620 000 photos et vidéos. Wow. C'est-à-dire qu'il a obtenu les... En demandant les comptes iCloud, etc. aux utilisateurs. Donc là, c'est du vrai hameçonnage téléphonique. Il s'est fait choper, il s'est fait passer pour le support d'Apple. Il a appelé les gens, vraiment sans se démonter, et il a réussi à obtenir leurs infos de compte. Qui sont les plus vulnérables, les plus âgés, les plus jeunes? Malheureusement, tout le monde, parce que même quand on est dans un cercle familial où on vous rabâche à chaque dîner qu'il faut faire attention, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. La tentation est parfois grande. L'urgence aussi, ça c'est vraiment un point qui est très fort. Voilà, cette urgence, attention, promotion valable 3 heures, cliquez. Benoît, quand on se retrouve comme ça avec plein de pop-up, où ça sonne, etc., enfin voilà, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on ne peut pas enlever, rien qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Déjà, il ne faut pas paniquer. Exactement, il faut respirer fort, on peut redémarrer sa machine. Ça déjà, ça permet... On peut redémarrer sa machine à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a quand même... web, c'est bidon. Exactement. Quand c'est juste une page web, ça va. On peut pas, la page web ne peut pas bloquer l'interface du bureau de Windows, par exemple. Non, c'est très rare. Au pire, dans le dernier recours, on appuie sur le bouton, on débranche. Oui, on éteint de manière physique l'ordinateur et on le redémare. On met un sodo sur l'ordi, un truc comme ça. Non, c'est pas conseillé ça. Non, le sodo, le café, c'est encore mieux à ce moment-là. Ok. Et alors, le plus délicat, en fait, c'est quand on est victime, non pas de ces publicités, mais d'un ransomware. Parce que quand on est victime d'un rançongiciel, parfois, les clés de déchiffrement sont stockées en mémoire. Donc, le fait d'éteindre la machine fait qu'on peut se retrouver dans l'incapacité de déchiffrer ces données parce que la clé était stockée en mémoire. Mais d'une manière générale, quand on est sur de l'hameçonnage, du faux support technique, redémarrer la machine suffit. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aller plus loin. Il faut se signaler soit auprès de cybermalveillance.gouv.fr, soit se signaler si on est plutôt un adolescent du côté du 30-18, donc de l'association e-enfance. Et il faut aller dans la démarche, ne pas avoir peur. On voit l'arnaque au sentiment, ça cartonne ça. Alors l'arnaque au sentiment est d'autant plus préjudiciable qu'elle souvent nous arnaque de façon pécuniaire, mais également c'est quelque chose difficile, que l'on a humainement qui est vraiment très difficile parce que pour nous arnaquer, généralement on nous amène dans une position de confiance. Alors du coup c'est soit on essaye de nous faire tomber amoureux, complicité, relations sentimentales, etc. Et généralement, on nous amène donc soit à payer en disant ben voilà, mon amour, je suis bloqué au fin fond de telle région, je n'ai plus d'argent, envoie-moi de l'argent. Ou alors, il pousse à ce qu'on ait des positions, des vidéos dans des positions dénudées. Et ensuite, on passe au chantage. Attention, voilà la vidéo que j'ai faite de toi. En fait, je ne suis pas celui que tu crois. Maintenant, j'ai tout ton carnet d'adresses. Paye ou je balance tout sur les réseaux. Mais c'est terrible. Il y a un jeune homme qui s'est suicidé il y a quelques mois à cause de ça, en France. On n'imagine pas les conséquences qui sont liées à ces attaques. Oui, c'est vraiment là, c'est du rançongiciel aussi finalement. Enfin, en tout cas, c'est pas du c'est de l'arnaque et du chantage. C'est de l'arnaque et du chantage. Voilà. C'est dingue. Un dernier petit exemple, Benoît, qu'est-ce qu'on a? Les fraudes à la carte de crédit aussi. Les faux investissements, alors ça aussi. Les faux investissements, les fausses offres d'emploi, les fausses bourses d'études, notamment pour les étudiants. Fausses bourses d'études, c'est-à-dire? Alors, au moment de la rentrée, quand on est étudiant, on va avoir son emploi du temps et on va savoir quel jour on va pouvoir, par exemple, se libérer pour aller travailler quelques heures dans la semaine, mais on va aussi chercher des bourses d'études. Et ces bourses sont généralement présentées de manière très alléchante, comme sur les sites d'emploi, et on va vous demander une participation pour que votre candidature soit accélérée, soit traitée. Et cette participation, bien entendu, ne débouche sur rien. Vous ne faites que payer
le cybercriminel qui a trouvé le moyen de vous hameçonner et de vous emmener quelque part. Donner de l'argent à un site non officiel exactement. Dans ce domaine. Et d'une manière générale, on parlait d'exemple, quand vous arrivez sur un site, par exemple, d'influenceurs ou un faux influenceur dit vous allez gagner tel ou tel produit de telle marque, pour cela, allez sur le site, rentrez vos coordonnées, puis vous avez une participation aux frais, par exemple. Et dans ce cas-là, on vous demande votre carte bancaire. Et là, on est cuit. Voilà. Après, il faut faire preuve de bon sens. Des iPhones très haut de gamme à 1 € ou gratuits comme ça qui tombent du ciel, c'est très très rare. Ça arrive quasiment jamais. Voilà. Trouver la fiancée parfaite sur Internet, ça peut arriver, mais c'est compliqué et voilà, c'est pas facile. Donc après, il faut avoir un peu de bon sens et essayer toujours de garder un peu de recul et de froideur par rapport à ce qui nous arrive. Et de la méfiance aussi, tout simplement. Oui, de la méfiance, du jugement. Et souvent, le fait d'en parler à un tiers permet de relativiser, de temporiser. Et d'avoir un avis supplémentaire peut-être, extérieur. Exactement, et les professionnels du 30-18, donc e-enfance, sont parfaits pour cela. Si vous n'avez personne qui s'y connaît en nouvelles technologies, vous pouvez leur parler parce que eux, malheureusement, reçoivent de très grands nombres d'appels de personnes qui se sont des cybervictimes et ont vraiment un recul et une vision sur ces risques. 30-18, très bien. Jérôme qui voulait me présenter sa nouvelle fiancée. Oui, je comprends pas, elle ne me répond plus. Elle te répond. Pourtant, je lui ai envoyé plein d'argent. Voilà, et pourtant en plus. C'est quand même bizarre. Étonnant, Jérôme. Merci Benoît pour toutes ces précisions. Merci passionnant tout merci ça. Et rappelons que vous êtes expert en cybersécurité chez EZ qui propose toute une série de logiciels de suite aussi installés, gratuites et payantes d'ailleurs, pour protéger son ordinateur. Merci beaucoup. Nous allons parler, François, maintenant de l'accessibilité des sites web pour personnes en situation de handicap. Vous allez voir qu'il y a des trucs géniaux dans ce domaine. C'est notre rendez-vous TechCare. Et nous accueillons notre invité Frédéric Sudreau, nous a rejoint sur le plateau de 01 Hebdo. Bonjour Frédéric. Bonjour. Fondateur de Facility. Voilà, attention, ça s'écrit avec des petites... C'est facile, apostrophe IT. Exactement. C'est ça. Alors, expliquez-nous, Facility, à qui vous vous adressez, pourquoi faire ? Facility, c'est une solution qu'on a développée au sein d'une agence de communication lorsqu'on s'est rendu compte que malheureusement, l'image que l'on renvoie à travers un écran, smartphone, tablette ou ordinateur était la même pour tout le monde et que malheureusement, on le sait, chacun a des besoins différents. Certainement des besoins qui peuvent être visuels, on le comprend aisément. Voilà, on a besoin de grossir les caractères, d'un peu moins de lumière, d'adapter son écran. On prend de l'âge, on voit de moins en moins bien. Oui. C'est pas Jérôme. Ne me regarde pas comme ça. Non, c'est vrai. Et encore, ça c'est normal, mais il y a des gens qui ont des vraies problématiques visuelles aussi. Exactement, problématiques visuelles, mais là où on a voulu aller un petit peu plus loin, c'est se dire est-ce qu'on est capable d'accompagner des gens qui ont des troubles moteurs parce qu'ils ne sont pas capables de cliquer sur un lien sur le site internet. Pourquoi pas d'utiliser un menu déroulant malgré les navigations au clavier qui peuvent exister? En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait retravailler l'ergonomie également dans le site internet à travers cette application-là. Et puis, troisième capacité d'adaptation, c'est sur les troubles cognitifs. Les gens qui ont des difficultés à comprendre la lecture de ce que l'on renvoie à l'écran et d'être capable de le traduire avec des symboles très simples pour qu'ils puissent les comprendre. Je vais prendre un exemple. La dyslexie. Vous êtes dyslexique, votre cerveau est fait de telle façon que certains termes, certains mots, certaines formes, il les inverse. Votre œil va lire 6, votre cerveau va interpréter 6 ou 9. Si le 6 est vert, le 9 rouge, il n'y a plus de confusion possible. L'algorithme retravaille ce genre de contenu et plein d'autres choses, puisqu'on a plus de 1200 profils de disponibles. L'algorithme, c'est important ce que vous dites. Vas-y Jérôme, je t'en prie. Non, c'est-à-dire que vous l'avez expliqué, il y a plusieurs types de handicaps, de difficultés possibles. Et vous répondez, alors finalement, spécifiquement profil par profil. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient modifier le fichier d'affichage donc sur l'écran et on va appliquer des filtres qui peuvent s'additionner pour des gens ayant des troubles visuels, moteurs ou cognitifs. D'accord. Parfois, les trois combinés. Ces filtres s'accumulant, s'additionnant, permettent de modifier l'apparence et l'ergonomie du site pour la rendre accessible en fonction du trouble que vous avez. Ok. Alors, comment on peut l'utiliser, ce système? C'est quoi? C'est un logiciel? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur tous les sites qui sont équipés. Aujourd'hui, plus de 500 sites en France. D'accord, donc il faut que le site soit... Voilà. Ouais, on a les mêmes questions. Désolé. Vous travaillez en binôme. Donc en effet, les sites doivent être équipés. On a
un travail à faire préalablement, nous, en qualité d'installateur, d'intégrateur de cette solution-là. On vient mettre en place simplement un bout de code sur le site qui est un tag qui permet de reconnaître la personne arrivante, qui aura au préalable sélectionné un filtre. Et chaque fois qu'elle arrivera sur un site équipé, son profil, son filtre d'adaptation lui sera transmis. Il n'aura plus aucune manip à faire et naturellement, la page s'adaptera en fonction de ses troubles. Mais il faut un navigateur spécifique ? Absolument pas. Tout navigateur, tout type de device, que ce soit un intranet, un outil métier, une web app, éventuellement un site internet bien entendu. Grand écran, petit écran, écran moyen, ça marche partout. Mobile de la aussi même façon. Mobile de la même façon, tout à fait. D'accord. Alors comment vous avez créé ça? C'est compliqué. J'imagine que c'est compliqué à mettre en œuvre. Vous parliez tout à l'heure d'algorithmes. J'imagine que l'intelligence artificielle là, est au cœur aussi du fonctionnement de ce système, non? Alors pas pour l'instant. Ça fait partie des évolutions potentielles. Moi je dirige depuis une vingtaine d'années une agence de communication qui fait du web. Et dans cette agence, on a des valeurs que l'on porte depuis pas mal d'années, l'environnement, l'humain et l'innovation. On a des ateliers d'innovation et un jour, un jeune stagiaire nous a dit « Je suis persuadé qu'on pourrait modifier l'apparence d'un site internet sans en toucher le code source. » Wow. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Merci le stagiaire. Exactement, merci le stagiaire. Et heureusement que les équipes, je dirais des anciens, des vieux, ceux qui avaient 26, 27, 28 ans à l'époque, ont pris le sujet à bras-le-corps et ont structuré le code que l'on a mis en place. Donc c'est vrai que pour valider les premiers prérequis, il a fallu s'approcher des associations du monde du handicap, des associations de seniors. La planète vieillit aujourd'hui. Les enjeux sur le digital sont de plus en plus importants. Tout le monde nous ramène vers le mobile ou l'ordinateur. Naturellement, il a fallu prendre en compte les besoins des seniors également. Et puis, dernière évolution que l'on fait, c'est de se dire que si on a pris des testeurs également du monde du quotidien, ce sont des gens qui ont des troubles de fin de journée, la fatigue par exemple visuelle de fin de journée, eh bien, quelques adaptations permettraient de supprimer ou de diminuer cela. Alors si je veux utiliser Facility, comment je fais ? Vous allez sur un site qui est équipé, vous pouvez trouver la liste des sites sur notre site internet. Vous pouvez nous donner quelques exemples de sites qui utilisent votre technologie? Bien entendu, on peut avoir des sites de e-commerce, on peut avoir Cdiscount, on va avoir la mairie de New York, on va avoir la mairie de Yokohama, 4 sites des villes hautes Jeux Olympiques de Tokyo, mais on va avoir des banques, on va avoir des assurances, des mutuelles. Donc le e-commerce, le site corporate, le site professionnel intranet de la structure fonctionne. Vous allez sur ce site-là, soit vous allez sur la page dédiée à l'inclusion, parfois appelée accessibilité. Il vous suffit simplement de cliquer sur le logo Facility et à ce moment-là, eh bien, vous avez une pop-in qui s'ouvre. Il vous suffit juste de sélectionner le filtre que vous voulez appliquer, c'est terminé. D'accord, rien à installer sur son ordi. Rien à installer. Ouais, le petit logo, c'est le petit bateau là qu'on voit? Exactement, c'est le petit bateau que vous voyez avec le nom à côté, Facility. Certains préfèrent l'utiliser en marque blanche, c'est possible également. Ça dépend de la communication du groupe et du message à passer. Parfait. Merci Frédéric Sudreau, avec plaisir. Fondateur donc de ce système innovant Facility. Facility. Place maintenant à la vidéo et la photo, et c'est avec Adrien Branco. Notre rendez-vous, le monde de l'image, vous le savez, avec Adrien Branco qui nous a rejoint sur ce plateau. Salut Adrien. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Je vous parle de deux produits très différents aujourd'hui. Allez, on y va. Vous préférez que je commence par quoi? Par l'appareil photo qui va vous faire rêver mais que vous n'allez jamais acheter ou par la petite caméra qui a beaucoup de technologies françaises à l'intérieur? Vous préférez quoi? Allez, la petite caméra qui est devant toi. On va commencer par la GoPro Hero 10 que j'ai reçue la semaine dernière. Donc c'est aujourd'hui, là où ça peut... D'abord, on l'a eu en exclu avec quelques médias français. Et puis, c'est une grosse nouvelle. Et j'ai envie de l'appeler Cocorigo Pro. Il me tarde qu'un de mes Red Chef me laisse pas vraiment passer ce titre Cocorigo Pro. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses connues. Et une grosse nouveauté, c'est un nouveau processeur. En même temps, un nouveau processeur, une caméra, c'est pas un ordinateur. C'est la même caméra que l'Aéro 9, même optique, même capteur, mais tout a été doublé ou presque grâce à un nouveau processeur qui a été conçu en partie à Issy-les-Moulineaux. Non. Donc c'est donc D'où le côté Cocorico. Cocorigo Pro, c'est les équipes donc de Michael Crac, donc de GoPro France à Issy-les-Moulineaux. Ils appellent ça l'équipe parisienne, qui est désormais en charge de toute la partie imagerie. C'est-à-dire que le processeur d'image par rapport au GP1 qui était dans les Hero 6, 7, 8, 9, la France avait son mot à dire. À l'intérieur, là, tout l'ISP, tout le processeur d'image est made in
piloté par la France. Il y a aussi les États-Unis, il y a un peu de Roumanie. Mais les équipes, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, passons vite. Donc j'ai dit même capteur et même optique, mais une qualité d'image améliorée. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un processeur d'image avec, je vous ai parlé des détails techniques, mais avec beaucoup plus de puissance, de meilleurs algorithmes, et on va tout doubler. Donc la 4K, c'est plus 60 images par seconde, c'est 120. La 5,3K, c'est plus 30 images par seconde, c'est 60. La stabilisation, c'est plus 25 ou 27 degrés, c'est 45 degrés de stabilisation. Donc c'est beaucoup plus de puissance en fait. Et c'est ça qui peut paraître peut-être un peu surprenant, mais il faut se rappeler qu'en imagerie, notamment numérique, la qualité d'image, c'est quoi? C'est 3 piliers. C'est le capteur d'image, c'est l'optique, comme la photo, mais c'est aussi le processeur, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et pour avoir parlé avec le directeur du développement d'ISP, le fait d'avoir un processeur beaucoup plus puissant, eh bien, au lieu de choisir un algorithme qui va enlever le bruit, mais il peut aller jusqu'à une certaine qualité de quantisation, peu importe, eh bien, on va pouvoir mettre des algorithmes beaucoup plus costauds, faire des choses beaucoup plus fines, et notamment, c'est ce qu'on verra lors du test, je l'espère en tout cas, diminuer un petit peu le bruit numérique, parce que, et sur la fiche technique, c'est la seule chose qui est peut-être un petit peu... pas décevante, mais où on aurait aimé du progrès. Le capteur conserve la même taille, c'est un 1/2+. Et donc, attention à la nuit, il va falloir voir si le GP2, car c'est le nom de ce nouveau processeur, va faire des miracles. En tout état de cause, le prix reste le même que celui de l'an dernier. On a des petites améliorations à gauche, à droite. On a par exemple désormais du streaming web en Wi-Fi. On la pose, on fait des lives. YouTube, on fait des lives. Elle est capable désormais d'envoyer directement, vous rentrez à la maison. Il faut du Wi-Fi. Il faut du Wi-Fi ou tu as 4G sur ton téléphone, ou tu as 5G maintenant, bien sûr. Et puis elle va aussi, dès que vous êtes abonné à GoPro, ça coûte 50 € par an, vous la payez moins cher. Vous allez voir dans l'actualité les prix d'un seul coup, vous la payez 100 balles de moins parce qu'ils veulent vous fidéliser comme ça. Mais aussi, vous rentrez à la maison, vous la branchez, et puis elle sauvegarde tout dans le cloud avec un espace illimité pour vos vidéos. Ça, c'est bien. Et puis il y a l'application Quick, développé ici les Moulineaux désormais quasiment intégralement pour la partie d'image, qui vous fait des montages automatisés. Donc vous faites des vidéos, vous les chargez, tout est dans le cloud gratuitement, il vous fait le montage tout seul. Et vous pouvez en profiter. Donc ça, c'était déjà le cas pour l'édition précédente. Mais là, on a une caméra hyper musclée. Son prix pour conclure? J'ai oublié. Je crois que c'est de l'ordre de 449 ou 479 quand on prend l'abonnement annuel. C'est 450 € et c'est un bijou de tech. Ouais, mais juste une micro-remarque. Il faut quand même ce déballage de choses appétissantes, le cloud, machin, etc., pour rivaliser aujourd'hui avec les smartphones. Demain, les lunettes qui arrivent, etc. GoPro n'a effectivement pas le choix, mais cela dit, quand je prends ma caméra et que je la casse, si vous êtes abonné GoPro, il y a une assurance casse. D'accord. Donc, qui vous permet, moyennant, je crois que c'est le tiers de prix de la caméra, et on vous la remplace 1 à 2 caméras par an. Au lieu de racheter une caméra ou de payer une réparation, on vous en renvoie une. Effectivement, ils sont obligés de lutter face à ça. Voilà. L'application Quick est aussi capable de prendre les vidéos de ton smartphone et de les mélanger avec... voilà. Donc c'est la Hero 10 Black. Magnifique. J'en suis très content. Et là, on va parler du gros, du lourd, du dur. Alors là, on va rêver avec un hybride Canon. Alors je ne sais pas si vous avez le clip vidéo que va peut-être pouvoir nous envoyer la régie. Il s'agit, et pour moi, il me tenait à cœur cet appareil. Voilà, l'EOS R3. Pourquoi il me tient à cœur? C'est de manière purement subjective. J'ai commencé la photo argentique avec l'EOS 3. On est à l'EOS R3. Et ce qu'il a de nouveau, alors il a un nouveau capteur. On va d'abord parler de la cible peut-être. Regardez son format, c'est un gros boîtier pour les professionnels. C'est le premier boîtier photo hybride à très grosse carlingue avec grippe intégrée pour les pros. Ça, c'est autour des stades. C'est-à-dire, ce n'est pas l'appareil photo de monsieur et madame Michu. Ça coûte 6 000 €. C'est fait pour faire des photos de Lionel Messi et ses copains, ou des Coupes du Monde, ou des JO. 6 000 €. 6 000 €. On a une optique pour ce prix-là ou pas? Ah non, je ne crois pas, non. Ah oui, d'accord. Non. On n'a que le boîtier. Non, mais par contre, tu peux monter un magnifique 200-400 à 13 000 € si tu veux par-dessus. Mais ce qu'il a de très intéressant, je crois que voilà, ça, le Eye Control EF, c'est une technologie que Canon avait introduit en 92, avait mis en version améliorée dans l'EOS 3 en 1998. On se rappelle les buts de Zidane. Et c'était une technologie qui, grâce à des systèmes infrarouges, permettait de piloter, bon an, mal an, l'autofocus dans le viseur optique du réflexe. En fonction de ce que tu regardes. En fonction de ce qu'on regarde. Voilà, plus de 20 ans après, on se retrouve désormais non pas avec un, mais avec 8 faisceaux qui analysent en temps réel, je crois, 60 Hz. Pour les gens qui ont 8 yeux, c'est ça? Et c'est pour analyser de manière très très fine comment va bouger ta pupille. D'accord. Et il va continuer de faire sa mise au point, mais il va te montrer avec un tout petit réticule où tu regardes. Et il va du coup sauter d'un sujet à l'autre très rapidement pour te permettre, tu as 2 mecs qui courent, tu règles ton autofocus, tu cibles d'abord sur toi, puis après sur toi. Tu as les 2 images que tu voulais grâce à ton œil.
Et ça, c'est assez phénoménal. Après, on pourrait parler des nouveaux. Là, on voit le capteur. Ça rejoint ce qu'on disait à propos de l'iPhone avec le système cinématique. C'est pas l'œil, mais enfin, on est dans la même logique du focus Alors comme là, c'est avec les doigts avec l'iPhone. Là, c'est effectivement l'œil. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout dans la technicité de la photo est un barrage à l'image que tu veux faire. Et c'est pour ça qu'au tout début, les photographes, c'était de très grands techniciens. Là, ça abaisse encore plus et ça permet d'être plus instinctif. Le photographe va se concentrer un tout petit peu plus sur le cadre. Ce qu'il y a de nouveau, pour ceux qui sont intéressés dans les composants et de tech, le capteur d'image. Eh bien, Canon rejoint Sony dans le club très fermé des spécialistes du capteur qui sont capables de faire des stack CMOS sensors, ce qu'on appelle des capteurs empilés. Ce sont des capteurs d'image au dos duquel on va directement intégrer de la RAM. Alors, mémoire RAM dans l'ordi, on comprend pourquoi. Dans la photo, ça permet de quoi faire. Eh bien, ça permet sur le 1DX Mark III, si je ne dis pas de bêtises, sur le réflexe qui était prédécesseur, on passe de 14 images par seconde à 30 images par seconde, 24 mégapixels sans aucun passage au noir. On a un flux vidéo, on voit juste des cadres qui clignotent et le photographe professionnel fait 30 images de 24 mégapixels. S'il shoot en JPEG, la rafale est évidemment absolument illimitée. Incroyable. Et donc là, on a le bon cliché, on ne peut pas rater l'action, quoi. C'est ça qui est J'ai presque envie de dire, tu prends ta bière, tu la vides d'un coup, tu attends le successeur du Bolt, je suis un peu désolé pour nos amis sportifs, moi je suis vraiment nul, et tu fais ton 100 mètres à 30 images par seconde et tu n'as qu'à choisir la bonne image. Tu choisis ta bonne photo. Si tes réglages étaient bons et que tu t'y connaissais, tu as la bonne image. Voilà, le Canon EOS R3, appareil hybride haut de gamme. Professionnel. Tu as testé ou pas? Alors je l'ai eu en main. Pas de test, parce que c'était à l'intérieur, il n'y a qu'un seul modèle qui tourne actuellement en France. Le suivi de l'œil, c'est ce que j'attendais. Et comme je vous l'ai dit, je l'attendais parce que j'ai l'EOS 3. Si vous lisez l'actu sur le l'EOS R3, vous verrez qu'il y a une photo de mon EOS 3 avec mon premier guide photo que j'ai ouvert. Et ça m'a l'air de très bien fonctionner. Maintenant, c'est pas moi. Ni même vous, ni même la plupart de nos spectateurs qui vont faire la décision. Là, c'est des gros contrats qui vont se négocier directement au niveau des agences, bien sûr, AFP, Reuters, pour savoir est-ce que ça va vraiment apporter un gros plus. En cas de gros plus, c'est l'appareil le plus renforcé, l'unique monobloc en attendant le Nikon Z9. Donc, est-ce que l'essai va être transformé? La main est dans les ingénieurs de Canon. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Adrien. On parle toujours avec passion. Hein. Un autre passionné qui s'impatiente, d'ailleurs, il faut lui garder un peu de temps, c'est notre ami Jordan. Le passionné du Kickstarter. La story de Jordan. Comment Salut ça va Jordan. Vous allez bien? Ça le va passionné qui s'impatiente. Bah oui, t'es très bas, Jérôme, ça va? Ça va, ma chaise est cassée, j'y arrive plus. C'est très grand, ça me fait bizarre. Mais oui, Bon, tout va bien problème. Ça va, mon Jordan. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné? On se fait un Kickstarter cette semaine? Ouais, un petit Kickstarter. Allez, ça roule. J'ai une bonne cuvée. Je vous propose un Château Mignon 2018. C'est très bien. Non, je vais vous proposer un truc qui va Tu vous l'as parler. ouvert un peu avant quand même. Évidemment, il n'est pas bouchonné, vous inquiétez pas. Je vais vous proposer un truc qui va vous parler à tous les deux. J'ai fait du sur-mesure. Alors, c'est pas tant tech que ça, mais je trouve ça pas très dur, hein. On a beaucoup de trucs qui nous parlent. Tu vas voir. Le produit s'appelle Lens HD, Lens en anglais qui veut dire lentille. Exactement, il suit. C'est une chronique interactive. Qu'est-ce que c'est? Ça vous arrive souvent d'avoir les lunettes un peu sales. C'est horrible. C'est une tannée. Ça. Et bien voici Lens HD. Lens HD, ça va vous permettre de nettoyer vos lunettes. C'est une petite boîte. C'est vrai que c'est un peu embêtant de le faire avec un chiffon. Et ben voilà, c'est mon cadeau de Noël pour vous. C'est une petite boîte dans laquelle tu mets tes lunettes. Il y a des chiffons en microfilm. Ça fonctionne en USB-C, donc il y a un petit peu de tech. Tu fermes la boîte, tu appuies sur le bouton et voilà, ça te nettoie les lunettes. Je trouvais ça assez rigolo. C'est un produit qui a quand même bien marché. Ils ont récolté plus de 300 000 € pour cette petite boîte. Comme quoi, il faut toujours croire en ses projets. Hein. Et ils ont essayé sur pas mal de trucs. On peut le voir là, du ketchup, t'as de la glace, t'as du wasabi. Parce que ça arrive souvent de se mettre du wasabi sur les lunettes. Très souvent, ouais. Tu manges des sushis, tu sautes à la figure. Alors, quelqu'un qui t'éternue en face. Avec du wasabi, c'est épicé. Ça peut être très épicé. Ou du café. Mais donc voilà, petit produit. Mais moi, je demande à voir parce que l'idée est top. Mais est-ce que ça nettoie dans les coins? Parce que là, c'est un vrai connaisseur qui parle. Oui, mais c'est vrai que quand on est porteur de lunettes, moi je sais que c'est pour moi une obsession d'avoir les lunettes propres et c'est intéressant, mais je me dis est-ce que ça marche vraiment? Ça serait intéressant de le tester. Je vais voir. Alors pour le prix, moi je veux bien tester si tu arrives à en avoir un. 67 € pour une petite boîte qui tourne, mais ça sort en février 2022 et si j'arrive à franchement j'aimerais bien essayer de l'avoir. Je vais essayer de les contacter, je vous promets rien, mais s'ils sont preneurs, Lens HD, on est là. Deuxième produit, c'est aussi pour vous, enfin surtout pour Jérôme, je sais que tu as beaucoup de mal à te concentrer. C'est un vrai problème. Ouais, si ça t'amuse. En fait, ça m'arrange que tu dises oui pour la suite de la oui, alors, j'ai du mal à me concentrer. Non, plus sérieusement, le prochain produit, c'est pour les personnes qui ont du mal à se concentrer et qui sont un peu distraits partout, typiquement moi. Ça s'appelle V-Zone. V-Zone, qu'est-ce que c'est? C'est des écouteurs. Vous voyez, ce monsieur, il est très triste parce que il a trop de notifs. Tout le monde l'harcèle. C'est vrai que ça peut être un problème quand vous travaillez. Vous avez des notifs partout. On a l'œil qui se fait un peu attraper par ça. V-Zone, c'est des écouteurs qui vont vous déconnecter de vos notifs, en fait, tout simplement. Vous avez des petits capteurs à l'arrière, comme on peut le voir.
il s'autoproclame comme un truc très scientifique, donc attention, je sais pas ce que ça vaut, mais en gros, c'est des écouteurs qui vont pouvoir analyser ce que fait ton cerveau, des brain waves, donc des ondes du cerveau, en fait, des vagues du cerveau. Et en fonction, ça va te dire quand tu vas devoir travailler ou t'arrêter. En gros, tu vas avoir des petites notifs pour te dire, là, tu as un peu trop travaillé, arrête-toi. Faut savoir comment ça va arriver toutes les 4 minutes. Va te justifier après auprès de ton boss. Non, mais c'est mon téléphone, il m'a dit, je dois m'arrêter. Mes écouteurs m'ont dit, je dois m'arrêter, je m'arrête. Non, mais donc, c'est un truc qui va te scanner un peu le cerveau. Ça fait un peu peur d'avoir des petites. un coach du cerveau. Exactement. Et dedans, tu as une application dédiée dans laquelle tu vas avoir des sons pour te relaxer, te concentrer. Tu vas avoir de l'ASMR, tu vas avoir des sons binauraux, tu vas avoir plein de trucs. Et faut savoir que ça marche plutôt bien. Ils récoltent quand même 40 000 €, donc leur projet est financé. Donc ça va être amené à sortir en avril 2022. À un prix un peu cher, ça coûte 200 € quand même pour des écouteurs. À ce prix-là, tu as des très bons écouteurs quand même. Je vais te décevoir, mais je suis pas client. Non, bah c'est. Après, encore une fois, moi aussi, je te rejoins, mais je laisse le bénéfice du doute quand même. En fait, j'ai envie de voir. Ce genre de produit, c'est tant que tu les as pas essayés, parce que pareil, ils te disent que tu as un capteur ECG, etc. Techniquement, ça a l'air, franchement, techno, ça a l'air poussé, tu vois. Ils ont visiblement bossé avec des labos. Sur le papier, c'est intéressant, mais comme tous les produits Kickstarter, c'est rare qu'il y ait des produits qui soient pas intéressants. Dernier produit, c'est le meilleur, c'est la pépite. La pépite de Jordan. Je fais très vite parce qu'il est vraiment sympathique. Vous allez voir, il s'appelle Moflin. Moflin, qu'est-ce que c'est? Pareil, c'est pour toi, Jérôme. C'est un petit, c'est une peluche connectée en fait. Simplement, c'est un animal de compagnie qui fait pas de poils. Un bébé loutre. C'est vrai, il est mignon, Vous l'aimez? Moi j'adore. Ça s'appelle donc Moflin. C'est en gros, il a eu un prix d'innovation du CES. Autant vous dire que c'est un excellent produit. On le sait. C'est pas celui avec la queue là, non? Ça c'est un autre produit. Ça, tu nous en parleras plus tard, mais c'est pas le même produit. Non, en gros, c'est une petite peluche. C'est tout mignon. On va faire très court. Il y a rien de bien fou. Tu peux la caresser, pour la recharger, il faut la mettre dans sa petite baignoire là, que je trouve trop mignon. Et voilà, c'est le produit un peu mignon de l'hebdo, parce qu'on parle pas que de trucs un peu d'écouteurs qui te permettent de rester concentré. Tu peux le caresser, il a différentes émotions, il peut être triste, stressé, énervé, etc. Bon, après, s'il est énervé, t'as juste à pas le charger et puis il t'embête plus, tu vois. C'est le petit doudou interactif. Je trouve ça mignon. Ça, pareil, il y a des capteurs là-dedans. Alors t'as des capteurs, c'est ça, t'as des capteurs. En fonction de si tu lui fais des câlins ou quoi, il va réagir, il bouge, il parle aussi. Alors, il y avait c'est comme les, comment ça s'appelait, les Furbies. Les Furbies. Ah, ça c'est. Oui, je vois ce que c'est. Oui, j'allais dire, c'est pas mon époque. C'est pas mon époque, mais je vois ce que c'est. Excuse-moi, mais. Quelle horreur en plus, ce Furby, c'était laid ce truc-là. C'est pas beau, c'est pas beau. Tu le caressais, et si tu le caressais pas bien, il s'énervait. Voilà, écoute, c'est grosso modo pareil. On voit des petits chats, c'est pas un petit chat, je vous rassure. Mais voilà, il y a un accéléromètre dedans, il y a un gyroscope, plein de choses très sympas. Et le produit que je trouvais très mignon, mine de rien, c'est finir sur une note un peu mignonne. Pour le prix, ça coûte quand même 370 balles. C'est un peu moins mignon. Et ça sort en janvier 2022. Quand tu vois qu'un petit chien de race, ça peut coûter 2000 balles, tu te dis que finalement, ça. Oui, après pour les animaux, il vaut mieux les adopter vu la demande qu'il y a, plutôt que d'en acheter. Mais voilà, petit je suis sûr que ça va cartonner en Asie, ça. C'est ça, c'est très, très asiatique comme produit. C'est très asiatique. Mais si jamais ils en ont un, pareil, j'ai hâte de voir une petite vidéo de Jérôme avec dans son lit. Voilà, et donc le conseil de Jordan, il faut les adopter, les animaux, pas lui. Non, m'adoptez pas, franchement, c'est une galère. Il y en a d'ailleurs qui l'ont remis à la fourrière très vite. Bien sûr. Il est propre, beaucoup de demoiselles. Il est bruyant. Je connais personnellement beaucoup de demoiselles qui l'ont ramené en fait à la SPA. C'est vrai, automatiquement. Ils ont dit non, c'est pas possible. Bah vous m'avez adopté. Mais oui, on t'a adopté, Jordan. Jordan, c'était cool. Nous, on te garde. Merci de me garder. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et c'est avec Jordan que se termine 01 Hebdo. Jérôme, on sera là la semaine prochaine, bien sûr. Évidemment qu'on sera là jeudi prochain pour un nouveau 01 Hebdo. N'oubliez pas le 22. Qu'est-ce qui va se passer le 22 ? Le 22, qu'est-ce qui va se passer ? 01 TV, c'est la chaîne des keynotes. Et ce sera la keynote Microsoft. Et oui, bien sûr, qu'on vous fera vivre en direct à 17h, horaire un peu particulier, un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Mais on verra un petit peu ce que Microsoft va nous annoncer concernant ces nouvelles surfaces, visiblement, nouveaux ordi. On parlera sans doute de Windows 11. Et on vivra cette keynote comme toutes les keynotes d'ailleurs qui sont sur 01 TV en direct. Ça devrait être très intéressant. Voilà, rendez-vous donc le 22 à 17h. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous, à bientôt. À très vite.